Bonjour à tous. On est ravis d'être présents avec vous. On s'excuse pour ces petits problèmes techniques. Apparemment, les Mac, c'est pas la joie dans ces salles ici. Donc on a basculé sur Windows et on aura certainement des emojis qui sont pas très jolis, mais au moins on peut démarrer. On est ravis d'être là avec vous. Merci Windows. Je sais pas ce qui s'est passé. On va y arriver quand même. Yes. Donc enchantée, moi c'est Sabrina, je suis accompagnée de Simon. On est tous les deux staff designers chez Decathlon. Et on vient vous parler de collaboration entre dev et design. Alors, d'où vient ce talk? En fait, on était autour d'un café et on commençait à se raconter un peu les anecdotes de collaboration les plus rocambolesques qu'on ait pu vivre dans nos carrières. Et on s'est dit qu'en fait, parfois, il y avait vraiment des situations qui étaient, voire même amusantes, et que ça vaudrait le coup d'en faire un talk pour partager sur ces difficultés qu'on rencontre et qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour mieux vivre notre collaboration. Donc, pour écrire ce talk, on a fait quelque chose qu'on fait au quotidien quand on est designer, c'est qu'on a récolté du feedback. On a constitué un formulaire avec des questions très ouvertes, un peu marrantes, à recevoir, qui consistait à dire alors toi en tant que designer dans toute ta carrière, c'est quoi le pire développeur avec des gros guillemets que tu aies pu rencontrer? Alors forcément ça fait rire un peu le monde, on est toujours content de pouvoir répondre à ce type de questions. Soyez pas jaloux, on a fait la même chose pour les designers et pour les développeurs. On a également posé cette question, c'est quoi le pire designer que tu as pu rencontrer dans ta carrière, aka le pire graphiste que tu as pu voir parfois, et ça c'est des retours qu'on a assez souvent. Alors, on a fait tourner ce formulaire pendant quelques temps et on a eu des résultats qui sont tombés au bout de quelques semaines. Vu qu'on est au DevFest et que nous, on aime bien participer, je vais vous donner un petit retour d'expérience que j'ai pu connaître quand j'ai commencé à designer. Les premières semaines après ma sortie d'école, il s'avère que j'ai eu l'occasion de designer un bout d'application dans l'entreprise pour laquelle je travaillais. Bon, j'ai fait mon taf, j'ai livré, j'ai posé ça sur un repo et en fait, quelques jours plus tard, il y a un développeur, bien plus âgé que moi, un peu costaud, qui arrivait à côté de mon bureau et qui a fait « Ok, qui a fait ça ?» Voilà, vous imaginez un peu le truc. Moi, premier jour, quasiment dans l'entreprise, super fier, je suis bouillant, c'est parti, on va casser Internet, c'est moi. C'était horrible. En gros, le développeur m'a expliqué que, écoute mon grand, c'est bien sympa, il m'a tapé sur l'épaule, c'est joli hein, ton truc, ça marche bien, mais en fait non, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais allé un peu vite, je m'étais posé aucune question sur le workflow, sur les règles de construction. J'avais fait ce que j'avais envie de faire et j'avais livré comme ça. Bon, ça c'est mon expérience à moi, c'est mon moment un peu nul. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, je vous propose en fait de vous présenter quelques feedbacks qu'on a pu avoir auprès des mates à qui on a posé la question. Allez, c'est parti. Alors, première petite perle qui a émergé dans ce sondage, c'était un designer qui nous expliquait que... Non, pardon. 1, 2, 3. Merci les emojis qui ont sauté. C'était un développeur. C'est un développeur qui nous expliquait, qui expliquait à un designer, écoute, oublie les limites techniques et on trouvera comment faire. Alors cette phrase, elle est honnêtement merveilleuse. Et s'il y a des designers dans la salle, ils se disent qui est ce développeur? Je le veux dans mon équipe. Il est formidable. En effet, c'est formidable parce que ce que dit le développeur ici, c'est je te fais confiance en fait. Vas-y, trouve la meilleure solution et on répondra techniquement comme il faut pour servir nos users. Maintenant, si on prend un peu de contexte sur cet échange, en fait, ils étaient en train de résoudre un problème de latence. Ce qui se passait, c'est que dans l'application, il y avait des lenteurs. Donc il y avait plein de solutions possibles en fait. Ils pouvaient faire du lazy load, un bouton où on appuie et ça charge, où il pouvait revoir toute l'architecture technique, bref, il y avait plein de solutions possibles. Donc finalement, s'il lui dit fais ce qui est le mieux et on trouvera comment faire, il va juste lui répondre je veux la même chose mais qui va vite. Et donc on n'avance pas. Donc ça, c'est un point qu'on abordera dans le talk. Il y a un autre feedback qu'on a eu qui nous a fait beaucoup rire, c'est je comprends pas en fait, Uber le fait dans son appli, pourquoi nous on fait pas ça? Alors moi, ça me fait beaucoup rire en tant que designer. J'imagine qu'en tant que développeur, ça peut vous faire marrer aussi de se dire, ouais, effectivement, quand je regarde une appli qui sort de chez Google, pourquoi eux, ça cartonne et nous, quand on veut le reproduire,
Ça marche pas du tout. C'est un sujet qu'on va aborder ensuite un peu plus tard dans le talk. Il y en a un qui me fait beaucoup rire. J'ai des super collègues qui sont là-bas au premier rang, qui me rappellent tous les jours de ne pas oublier mes crayons de couleur pour venir bosser. Bon, ça fait bientôt 2 ans qu'on se connaît maintenant, la blague marche encore, donc j'imagine qu'il y a un sujet à travailler ici, en tout cas avec vous, un peu plus tard. Ensuite, dans le sondage, on avait un designer qui nous disait « Moi, je perds mon temps au daily, je perds mon temps au rétro, et puis de toute façon, quand les devs parlent, je comprends rien. » Alors, c'est un triste constat, mais on ne vous comprend pas. Alors bon, je plaisante, mais on en reparlera dans ce talk. Du coup, là, on a plutôt un problème de communication et de parler le même langage, en fait. Pas de ticket, pas de dev. Il y en a qui l'ont déjà dit, oui, j'ai entendu rire. Donc j'imagine qu'il y en a qui l'ont déjà dit. Moi, ça, je l'ai entendu au début de ma carrière pendant longtemps. Où des fois, le soir, avant de partir, je faisais des petites modifications. Le matin, en arrivant, je changeais 2-3 petits trucs. Et en fait, rien n'était tracé. Bon, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on travaille ensemble parce que, croyez-moi, c'est très, très frustrant pour un designer d'entendre ce genre de feedback au quotidien. Et enfin, notre dernière verbatim, et je crois que c'est notre préféré, c'était un designer qui nous disait « Mon quotidien, c'est l'émission Nailed It sur Netflix ». Alors, est-ce que dans la salle, il y en a qui connaissent l'émission Nailed It? Levez la main. Ah! Et c'est plus qu'à tous les autres défaites. C'est vrai que c'est très rare. C'est une émission peu connue. Alors, je vous l'explique un peu rapidement. Aïe, aïe, aïe. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vais le faire à la main. Donc, Nailed It, c'est une émission de pâtisserie où des candidats doivent reproduire un gâteau extraordinaire comme celui-ci. Sauf qu'ils ont très très peu de temps. Donc ce qui nous donne ce genre de choses. Donc voici ce qu'un designer peut ressentir très régulièrement entre la maquette et la prod. Alors forcément, là, ce qu'on vous montre, c'est un exemple, on grossit le trait, mais on veut venir souligner quelque chose de très important. C'est que parfois, voire souvent, et en entendre les rires de la salle, ça doit se produire dans vos quotidiens, on vit ça. En vérité, ce qui se passe, c'est que c'est de la faute de personne, ou du moins, c'est de la faute de tout le monde. L'objectif ici, pour Sabrina et pour moi, ça va être en fait de vous présenter quelques petits éléments qu'on a mis en place au quotidien auprès des équipes avec lesquelles on travaille pour venir essayer de gommer un petit peu les irritants qu'il peut y avoir et éviter de reproduire ce magnifique gâteau dans vos prochains projets. Alors, avant d'aller plus loin, on va placer un tout petit disclaimer. Ce qu'on va vous présenter, c'est des tips, hein, c'est de l'échange. Il faut voir ça comme du conseil ou simplement un échange qu'on pourrait avoir de vous à nous. On n'a pas du tout la prétention de dire que ça va marcher pour tout le monde, donc ça marchera dans chacune de vos produits ou de vos sociétés. Voilà. Ceci étant dit, on va quand même rentrer dans le vif du sujet. On est chez Decat, hein, nous on est passionnés de sport. Tout ce qu'on fait, on le rattache au monde du sport. Donc ce qu'on va vous proposer maintenant, c'est un plan de jeu en 3 parties. La première partie, ça va être un jeu en équipe pour adresser des sujets plutôt liés à la communication. Une seconde partie, on va parler du plan tactique. Donc ça va être des sujets liés à l'orga. Et enfin, on va chausser les crampons avant d'aller courir notre prochain match et on va aller s'équiper et parler un petit peu des outils dispo pour solutionner tout ça. Allez, c'est parti, on se lance et on va démarrer du coup sur le jeu en équipe, #communication. Donc le premier point, c'est la bienveillance. Voilà. Non, on aurait pu s'arrêter là, mais on va aller un petit peu plus loin parce qu'on a envie que ça matche un peu quand même des fois. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la bienveillance? C'est bien. Ah. Eh ben allez, on vous avoue que nous, en fait, on n'est pas super en phase et que la bienveillance, ça nous pose parfois problème. Pourquoi? Parce qu'on confond souvent la bienveillance avec la complaisance. Alors la bienveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire je t'accepte tel que tu es. Je crois sincèrement que là, tu es en train de faire de ton mieux dans le contexte dans lequel tu te trouves. La complaisance, par contre, c'est je vais accepter une situation qui n'est pas OK sous couvert de bienveillance. Pour entretenir une bonne relation, pour te brosser dans le sens du poil, pas te froisser. Sauf que le problème avec la complaisance, c'est que ça ne nous tire pas vers le haut. Et pire encore, en fait, être complaisant, c'est manquer de respect à la personne. Parce qu'en fait, quand on est complaisant, c'est qu'on pense que la personne n'est pas capable.
Souvent, quand on est complaisant, c'est avec les enfants. C'est quand on est pressé et qu'ils ne font pas leur lacet. Non, mais ils sont petits. Non, mais c'est bon, c'est parce qu'il est petit. Donc en fait, nous, on a envie de vous proposer quelque chose. C'est de toujours associer la bienveillance et l'exigence. Alors, je suis bienveillant envers toi, envers qui tu es, je t'accepte comme tu es. Par contre, je suis exigeant sur les résultats. Donc, je suis bienveillant envers toi. C'est OK qu'aujourd'hui, tu sois fatigué. C'est OK que tu adores regarder des vidéos de chats. Moi aussi, j'adore ça. Et en complément, je suis exigeant sur les résultats. Je suis exigeant sur le fait que tu sais faire tes lacets, en fait. Donc fais tes lacets, je te fais confiance sur le fait que tu puisses les faire. Et en fait, dire ça, ça veut dire que je te respecte. Parce que je te respecte, en fait, c'est toi l'expert. Alors, pour continuer d'avancer dans la réflexion, on a eu besoin de qualifier ce qu'est un expert. Dans le dictionnaire de Sabrina et Simon, un expert, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il ne sait pas. Bon, point de départ. On va essayer de construire à partir de là. Vous allez me dire, ok, c'est super, t'es bien gentil Simon, je sais ce que je sais pas, ok, mais du coup, qu'est-ce que je fais face aux choses auxquelles je n'ai pas le savoir? En fait, quand tu sais pas, tu te souviens de ce que tu as raconté. Alors moi, dans mon cas, c'était ma grand-mère, qui ressemblait absolument pas à ce que vous avez sur l'écran, mais qui me disait, Simon, quand tu sais pas, tu demandes, tu poses la question. En soi, c'est pas un mal. Nous, on est convaincus avec Sabrina que poser la question dans nos métiers, c'est reconnaître la qualité de la personne à qui on adresse cette question, et c'est respecter nos expertises respectives. Il y a une petite variante qui est plutôt cool, qui est que quand tu sais pas, tu fais pas. Alors ouais, sur le principe, vous allez me dire, il faut quand même que les produits avancent, il faut quand même qu'on avance dans nos sujets. Ouais, mais parfois, en fait, à vouloir s'enliser sur certains sujets, on va perdre énormément de temps, on va perdre un peu de confiance en soi, on va créer plus de soucis qu'on va en solutionner. Donc, simplement, posez la question, posez la question. Alors, poser des questions, ça veut dire faire preuve de curiosité. Et nous, on a envie de vous encourager à vraiment être curieux envers l'autre. Mais attention, une curiosité saine. Une curiosité saine, ça veut dire que j'ai pas l'intention de te voler ton métier. J'ai pas l'intention de mieux savoir faire que toi. Je suis juste vraiment curieux, en fait, de ce que tu sais. Et je m'intéresse à tes problématiques. Alors, pour faire ça, il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez faire des Vie ma vie, vous pouvez faire des formations découvertes. Nous, il y a quelque chose qu'on adore, c'est faire du pairing. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de développeurs dans la salle, c'est quelque chose qui vous parle très, très certainement. Mais vous pouvez aussi le faire avec vos designers, et ça aura plein de vertus. Déjà parce que vous serez deux cerveaux sur un problème, deux cerveaux avec des points de vue qui sont très différents. Donc la diversité, ça va vraiment générer des solutions innovantes. Ensuite, ça vous permettra de mieux vous comprendre. De mieux vous comprendre, de comprendre les contraintes techniques de votre côté et techniques design aussi. Et peut-être se rendre compte en fait que ah mais attends, mais tu perds 10 minutes à faire ce truc, mais moi j'ai 2 clics à faire et puis je peux vraiment te faciliter la vie. Et enfin, le dernier point et pas des moindres, c'est que ça va vraiment améliorer la qualité du produit. Parce que finalement, ce que les users ils ont dans les mains, c'est pas les maquettes, et c'est vraiment le code sur lequel vous travaillez. Donc au plus près, vous travaillerez ensemble sur ce qu'a l'utilisateur dans les mains, et mieux sera la qualité du produit au global. Autre petit tip sur le sujet, la mise en place d'une nomenclature. Bon, alors déjà là-dessus, il y a quelque chose moi qui m'a toujours fait rire, c'est qu'on n'est pas d'accord sur la façon de nommer les choses. Et on n'est même pas d'accord sur la façon de nommer le fait de nommer les choses. Il y en a qui parlent de nomenclature, charte de nommage, de définition. Bon, vous avez compris l'idée, c'est de ça dont on va parler maintenant. Moi, encore une fois, je vais vous raconter une petite histoire. Hein. Je travaille au quotidien avec un chouette type qui s'appelle Gérard, qui est expert dans son domaine, un petit peu connu chez Decathlon. Et il s'avère que sur le design system, la dernière fois, Gérard, je lui demande s'il peut me changer l'icône de la navbar. Gérard, qui est un développeur Android. Gérard, c'est un mec qui réfléchit très vite et qui prend très peu de pincettes. Surtout avec ses potes. Et en fait, Gérard me dit, en fait, la navbar, ça n'existe pas dans mon projet. J'ai des top app bars, des bottom app bars, j'ai tel type de composants, mais je n'ai pas ce que tu me demandes. Okay, vous avez compris un peu le schéma, c'est que là, je vais devoir prendre de mon temps, on va s'appeler en visio, lui montrer ce que j'aimerais changer, et en fait, on ne va pas du tout avancer, on va juste s'enliser. Donc on encourage en tout cas la mise en place d'un vocabulaire commun. Pourquoi ? Ça va vous apporter énormément de gains de temps.
en termes de solutions. Ça va favoriser la compréhension de chacun, ça va économiser les nerfs de l'équipe, hein, c'est toujours mieux de pas s'énerver quand on travaille ensemble, et surtout ça va avoir une vertu qui est très cool, c'est que ça va favoriser le travail en asynchrone. À l'heure du télétravail, on n'a peut-être pas tous envie d'être connectés en même temps, de devoir s'appeler en visio à des heures précises pour pouvoir avancer sur des sujets, mais plutôt de faire ça quand on a décidé de le faire. Et le fait de parler le même langage facilite la mise en place de ces méthodes de travail. Il y a un constat qu'on observe, nous, enfin en tout cas qu'on a observé, c'était qu'au sein d'un même produit, les designers ont une façon de nommer les choses et les développeurs une autre façon de nommer cette même chose. Bon, ça ne peut pas marcher. Déjà, les designers ne sont pas tous d'accord entre eux sur la définition d'un élément, mais en plus de ça, à l'échelle d'un produit, c'est vraiment beaucoup plus problématique. On vous donne un conseil, c'est de vous mettre autour de la table au moment de définir la nomenclature commune et de simplement, parfois en tant que designer, se dire « Ok, comment est-ce que vous appelez ce composant-là qui réagit comme ça? Est-ce que ça existe dans vos environnements de travail, sur vos plateformes natives? Et si oui, comment est-ce que ça s'appelle ?» Si vous ne trouvez pas de solution, si vous ne trouvez pas de nom, on vous donne deux sub-tips, on va dire ça comme ça. Le premier, c'est d'aller voir les grands éditeurs de code, les grands leaders du marché. En fait, nous, on fait ça au quotidien pour aller voir comment ils ont nommé ces composants-là dans leur propre plateforme. Vous pouvez passer par leur design system ou leur documentation. Souvent, vous allez trouver une réponse. Et si jamais vous ne la trouvez pas, il y a deux possibilités. La première, c'est que votre composant est ultra spécifique à votre produit et du coup, il ne faut pas vraiment s'embêter à rentrer dans ce niveau de détail. Ou alors, c'est que d'un point de vue conceptuel, il y a eu un souci au niveau du design. Voilà. Alors le point suivant, il est très facile dans notre section communiquer. C'est communiquer, communiquer, communiquer. Communiquer beaucoup, un maximum. Essayez d'instaurer cette culture de la communication, c'est pas toujours simple. On en parlera après au travers des outils, mais essayez de communiquer sur des canaux publics où il y a tout le monde, à la fois les designers, à la fois les développeurs, parce que c'est très important en fait. Alors il faut bien structurer ces fameux canaux, on le sait, mais par contre ça aura des vertus. D'abord ça vous permettra de communiquer en asynchrone, et de potentiellement vraiment gérer vos sessions de concentration pour ensuite aller regarder, ensuite aller échanger. Ensuite, en fait, éviter le one-to-one, ça permet aussi de ne pas perdre la connaissance et de faire en sorte qu'elle ne soit pas détenue par une personne. Si demain, cette personne avec qui vous parliez, elle est malade ou elle quitte l'entreprise, hélas, elle part avec tout ce qu'elle sait. Si par contre vous communiquez en public, tout le monde bénéficiera de vos réflexions et tout le monde sera capable de se réapproprier son travail. Et au-delà de ça, même si elle ne part pas en fait, si quelqu'un d'autre dans l'équipe est confronté à une difficulté que vous avez vous-même rencontrée, elle a tout votre cheminement et toute votre réflexion qui est à dispo. Donc ça a vraiment beaucoup de valeur et on vous encourage vraiment à beaucoup communiquer. Alors, on a préparé une devinette super compliquée pour aujourd'hui, qui est « Si une image vaut 1000 mots », de par l'expression, combien vaut un proto? Alors, cette slide, elle est très très cool, cette réflexion, elle est pratique parce qu'elle nous permet, ni une ni deux, de faire le changement entre notre première et notre seconde partie, et d'aborder la partie équipement. Donc, réponse au prototype. Je vous donne un point de vue de designer sur le proto. En fait, faire des maquettes, c'est génial. Faire du layout, c'est hyper important. Hein. C'est ce qui permet le hand-off avec les équipes de développement. Mais ce ne sera jamais aussi efficace que de faire un prototype. Or, ce qu'on constate sur le terrain auprès des équipes design, c'est que c'est cool, hein, mais ça prend énormément de temps de faire un proto. On n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? En fait, ce qui prend énormément de temps quand on prototype, c'est justement de créer toutes les interactions et c'est surtout derrière de maintenir ce prototype. Souvent, on constate des designers qui prototypent un produit complet, avec tous les boutons qui vont bien, tous les parcours qui vont bien, etc. Mais en fait, si on veut faire ça, si on veut voir ce genre de résultats, il suffit d'ouvrir l'application et de la regarder, quoi. Il n'y a pas besoin de maintenir cet élément-là. Nous, le conseil qu'on va vous donner par rapport à ça, c'est de vous concentrer sur des protos qui seront liés à ce que vous êtes en train de développer, au sprint que vous êtes en train de parcourir, donc plutôt sur la feature ou sur les fixes que vous devez corriger. On a un second point qui, j'espère, pourra vous servir, c'est d'essayer de rapprocher les équipes design des équipes QA. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, dans les protos, ce qui est fait, c'est le happy flow. J'arrive sur une page de login, je rentre 2 informations, je clique dessus et ça marche. Génial. Alors si vous, ça marche comme ça dans la vraie vie, conseillez-moi vos applis, mais c'est pas comme ça que ça se passe pour un utilisateur. Dans la vraie vie, votre user, il est tout le temps déconnecté, il perd le réseau, il a des cas d'erreur,
le téléphone qui freeze, qui bug, enfin, voilà, 1 milliard d'éléments. Donc, on rapproche le designer et le développeur, et le QA, pardon. Pourquoi? Parce qu'en fait, le designer va pouvoir demander au QA les cas d'erreur que lui a rédigé dans ses cas de test, et donc le designer va pouvoir les prototyper. Ça va permettre de faire un end-of beaucoup plus complet, d'éclairer une part d'ombre qui est trop souvent laissée dans les produits, et du coup de faire un end-of beaucoup plus complet, comme je viens de le dire. On va parler un petit peu du sujet favori pour Sabrina et pour moi, c'est le design system. L'idée ici, ça ne va pas être de vous présenter un design system, mais simplement de vous donner 2-3 petits tips sur le sujet si vous n'en avez pas dans vos entreprises, et vous donner un tout petit peu d'infos. Il y a une image moi, que j'aime beaucoup concernant le design system qui consiste à dire que c'est un contrat entre le développeur et le designer. Un contrat qui va consister à définir un périmètre pour construire des expériences et des applications, notamment concernant les composants, les thèmes, ce genre d'éléments. L'avantage d'un design system, c'est qu'il va vous permettre du coup de communiquer, on en a parlé tout à l'heure, la nomenclature commune, elle va vous permettre de définir un périmètre de construction et elle va vous permettre d'accélérer sur votre build en fait, sur l'avancée de votre projet. Très souvent, il y a un élément négatif qui remonte concernant les design systems, en tout cas nous on l'a beaucoup entendu sur l'année qui s'est écoulée, c'est « Ah mais je ne trouve pas ce que je recherche » ou « Il manque tel composant, il manque tel élément ». Et oui, c'est évident en fait, c'est évident qu'un produit ne trouvera jamais tel quel l'élément qu'il lui faut dans un design system. Par contre, plutôt que de voir ça comme un défaut, nous on aimerait vous inviter à voir ça comme une opportunité. Ça va être une opportunité pour l'équipe produit de concevoir ce composant, de travailler sur autre chose que le sprint qui est prévu sur les semaines qui sont en train de courir, et de réaliser un composant, une documentation et de le distribuer à l'échelle de l'entreprise ou pourquoi pas à une échelle plus large en faisant de l'open source et de travailler sur des sujets un petit peu différents. Donc, on encourage à fond la pratique d'un design system au sein de vos entreprises. Allez, je t'ai laissé les sujets qu'on adore et je reprends les sujets beaucoup moins drôles. La documentation. Donc on le sait, Jira, Confluence, c'est horrible. Et je peux vous assurer qu'en tant que designer, c'est encore plus horrible. Sauf que si c'est l'outil qui a été choisi par toute l'équipe, nous, on pense que c'est important que ce soit le même pour tout le monde. Donc on vous encourage vraiment en fait, à choisir un outil en commun, à prendre le temps qu'il faut, vous assurer qu'il répond chacun à vos critères, que c'est le meilleur, le plus simple. Mais par contre, une fois qu'il est choisi, à tous venir dessus et que ça devienne votre source de vérité pour l'équipe. Ensuite, l'autre point sur la documentation, c'est que cette documentation, il faut qu'elle vive et qu'elle soit alimentée vraiment par tout le monde. Donc s'il vous manque une info, ne vous lancez pas dans un nailed it. N'imaginez pas ce que ça pourrait être. Juste rappelez-vous de ce que disait votre grand-mère et posez la question. Et c'est tout à fait OK de venir la compléter et de demander à la compléter en fait. Donc voilà, donc cette documentation, elle vit, elle évolue autant que nécessaire. N'hésitez pas à l'enrichir et à vous sentir légitime de le faire. Toujours sur le sujet des outils, la communication, on le redit encore une fois, ça apparaît en première partie, ça apparaît dans la seconde, spoiler alert, ce sera là aussi à la fin. La communication, vous pouvez le voir aussi comme un outil. En fait, Jira, Slack, etc., ce sont des outils qui servent la communication du produit, qui servent la communication entre les différents crafters. Prenez vraiment 30 secondes pour donner les informations en public, définir des canaux de communication privilégiés et de vous y tenir sur votre produit. Un sujet qui est super important pour moi, c'est le versionning. Alors vous allez me dire, ok Simon, c'est bien gentil ce que tu me racontes. Nous, du versionning, on fait ça depuis 20 ans dans le monde de la tech et du développement. C'est vrai, GG les gars, bien joué, vous avez raison. C'est pas comme ça pour les designers. En fait, côté design, ça fait quoi? Ça fait 5-6 ans qu'on a des outils un peu balbutiants sur le versionning. Feu Abstract qui doit peut-être encore exister un peu, maintenant Figma qui propose un système de master et de branches, mais voilà, on est encore sur les débuts. Pour autant, on encourage à fond l'utilisation du versionning pour les designers. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de vertus à faire ça. On va aller très vite sur le sujet. Vous connaissez les bienfaits du versionning, ça vous oblige à avoir une seule source de vérité, ça vous oblige à découper vos tâches, à générer des versions qui vont fonctionner pour vos utilisateurs, de pouvoir les tester. C'est exactement pareil côté design.
Là où en fait un designer par le passé, il avait un petit peu tendance à faire le fameux fichier final 1, puis fichier final 2, puis fichier super final 5, à chaque fois écrasé. Je pourrais continuer comme ça jusqu'à la fin du talk, mais voilà, vous avez saisi l'idée. On est en retard. On est en retard, on va dépêcher. Ici, le designer va avoir un prisme de conception qui se rapproche vachement du vôtre côté code. Ça va l'obliger à avoir un master, à découper avec des systèmes de features qu'il va pouvoir versionner, à faire une librairie qui sera distante, parfois récupérer des dépendances qu'il devra mettre à jour. Et en fait, il va tout doucement commencer à travailler sur vos méthodes. Ce qui est génial, enfin, c'est que en travaillant, en suivant vos méthodes, il va rencontrer les mêmes difficultés que vous pouvez avoir sur la découpe de vos produits ou sur la gestion des releases. Vous allez pouvoir l'aider, en fait, parce que vous avez déjà cette expérience en tant que développeur. C'est quelque chose qui est ultra natif pour vous. Ça sera l'occasion de venir aider l'équipe design et je pense que ce sera super apprécié. Ah, les emojis sont pas si terribles. Allez, on continue de parler de versionning. Et cette fois-ci, du coup, on va parler de l'accès des designers aux différentes versions sur lesquelles vous travaillez. Donc, en tant que designer, on a accès à la prod, la pré-prod, sans souci, la plupart du temps. On a parfois accès à une alpha, une bêta, et on a rarement, voire jamais, accès à des versions de dev. Et en fait, nous, on trouve que c'est super important en tant que designer d'avoir accès le plus tôt possible à ce sur quoi vous travaillez. Et au quotidien, on se rend compte que c'est pas toujours le cas. Donc, si vous vous rendez compte que dans vos équipes, toute l'équipe n'a pas accès aux dernières versions, essayez de le mettre en place. Vous vous rendrez compte que ça a vraiment beaucoup d'intérêt. Ça va permettre d'échanger très très tôt, de peut-être remonter des soucis avant que ce ne soit le feu. Donc mettez-le en place. Et après aussi, moi je sais qu'on m'avait fait le retour en me disant « Oui, mais tu te rends pas compte, si on te donne accès, tu dois réinstaller l'app tous les jours. » Mais moi, j'ai aucun problème à le faire. Enfin, n'ayez vraiment aucune crainte sur ça. Et au pire, si je la réinstalle tous les 2 jours et j'ai loupé une version, c'est pas grave. Mais en tout cas, permettez d'avoir accès à ces versions-là. Donc le point suivant, on parle de se partager les choses en amont. Celui-là, il est plutôt à destination des designers. Côté design, on vous encourage à partager votre research deck. Peut-être que ça ne vous parle pas ou que vous ne l'appelez pas comme ça, on peut l'appeler aussi le repository. En gros, c'est cet endroit où on va centraliser toute la recherche utilisateur. Toutes les données, les insights, les études, tout ce qui est dispo sur vos utilisateurs, partagez-le. Partagez-le très tôt aux développeurs, mais à toute l'équipe aussi. Ça va avoir encore une fois plein de bénéfices. Ça va permettre de partager la connaissance et de vraiment créer une dynamique dans l'équipe, de tous s'animer sur les mêmes opportunités. Alors, notre partie suivante, ça va être le plan tactique, #organisation. Et donc, on parle encore de s'impliquer en amont. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est une idée que beaucoup ont déjà développée. Vous le savez, c'est important d'intégrer les devs très très tôt dans le processus de conception, dès les ateliers, en idéation, vraiment dès qu'on peut. Maintenant, nous, on voudrait vous partager une petite nuance, un petit truc supplémentaire, c'est de aussi impliquer la QA. Alors, Simon commençait à en parler. La QA, ça va aussi avoir énormément de bénéfices, parce que s'ils sont impliqués très en amont, ils vont pouvoir remonter ces fameux cas tordus, ces cas d'erreur un peu bizarres qu'on oublie tout le temps, et ça aura beaucoup d'intérêt. Je vous partage une anecdote. Désolée. Alors moi, dans une équipe, il y a quelques années, on impliquait tellement la QA en amont, on leur cassait tellement les pieds, que dans leur scénario de test, ils utilisaient le prénom de nos personas. Alors vous allez me dire, ouais, c'est génial, moi aussi je peux écrire Fabrice dans mon plan de test, pas de souci. Non, en fait, ce qui est intéressant de voir dans cette anecdote-là, c'est que la QA était tellement impliquée avec nous qu'ils avaient une vraie connaissance de nos utilisateurs. Et donc, ils étaient vraiment en empathie avec les gens pour qui on concevait. Et ça, c'est super intéressant, en fait. Donc maintenant que je vous dis tout ça, vous allez me dire « Ok, c'est génial, on le fait, c'est parti. » Sauf qu'en fait, mon agenda, il est surchargé.
Si je m'implique tout le temps, si je viens à tous les ateliers, moi j'adorerais, mais c'est pas possible. On a une solution. La roulette. Alors c'est encore une fois une anecdote et elle fonctionne, on l'a testé, moi je l'ai éprouvé dans une équipe il y a quelques temps. Des outils pour tirer au sort, il en existe plein, il y a même des trucs sur Slack, des plugins, pas des plugins, des extensions. Donc en tout cas vous pouvez le trouver sur le web ou sur Slack. C'est pas important que vous soyez tous présents tout le temps à tous les ateliers, tous les rituels. Ce qui est important c'est que vous soyez représentés, que votre expertise soit présente autour de la table. Et ensuite, on le disait, si vous communiquez bien dans l'équipe, que vous communiquez en public, tout le monde aura l'info en fait. Donc c'est pas grave si vous n'y êtes pas tous tout le temps. Donc si vous devez faire rentrer des choses aux chausse-pieds dans vos agendas, on vous conseille la roulette. Alors, tu as parlé de rituels, ça va être l'occasion pour moi de préciser un petit point sur ces rituels. Je vais remonter un petit peu le temps. Il y a 1 an et demi, en arrivant chez Decathlon, j'ai été amené à animer une équipe d'une dizaine de designers qui travaillaient en mode agence. Donc moi, ce que j'appelle le mode agence, c'est une table où il n'y a que des designers, personne d'autre. Et finalement, plein de produits à droite à gauche qui disent « Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de telle maquette, est-ce que tu peux m'aider ?» Bon. Il s'avère qu'on a eu besoin de changer un petit peu nos organisations. Chez Decat, on s'est plutôt tourné vers une orga produit. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a parachuté les designers au sein des équipes produits constituées de développeurs, PM, QA, etc. Rétrospectivement, ce qui a fait le job, c'est pas de s'être assis autour de la même table. Ça, c'est sûr que non. Ce qui a plutôt marché, c'est l'intégration des designers au sein des rituels techniques. Il y en a 3 qui me semblent importants de préciser aujourd'hui. On va parler du daily, on va parler de la rétro et on va parler du refinement, du grooming. Voilà. Le premier, le daily, l'idée, ça va être de proposer aux designers un temps de parole plutôt court, proportionnellement à celui des équipes techniques, pour pouvoir simplement donner des points, des jalons en fait, sur l'état d'avancée, sur les sujets qu'il entame, pourquoi pas sur certains frameworks qui pourraient commencer à travailler, s'ils souhaitent faire de l'animation avec l'outil, etc. Ça permet de donner un peu de visibilité sur les sujets sur lesquels le design avance en ce moment. Le second point, ça va être la présence au rétro. Alors moi, je me souviens très bien des designers qui vivent leur première rétro dans les équipes produits. C'était catastrophique. J'ai ramassé tout le monde à la petite cuillère parce qu'en fait, ils ont passé 2 heures à écouter parler les autres et il n'y a eu aucune prise de parole du design dans la rétro. Normal, le rituel n'était pas monté pour être accompagné de designers. Ce que ça a permis de faire, par contre, c'est de faire un feedback et de dire OK, pour la rétro, pour la prochaine fois, ce serait bien que le designer ait un temps de parole et de construire avec lui ces moments-là. Ça a permis d'intégrer des phases de recettes sur Jira, par exemple, des phases de review de UI, des phases de présentation des interfaces et des parcours, ou d'autres moments dans le rituel. Et ça a vraiment bien marché. Enfin, la phase de refinement, donc le moment où vous faites l'évaluation de vos tâches pour vos sprints, ou simplement où vous êtes en train de prendre un ticket. L'idée, encore une fois, c'est pas d'avoir un designer ou 2 qui viennent expliquer OK, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est plutôt d'avoir un designer à disponibilité pour pouvoir répondre de manière ultra rapide à des questions qui pourraient se poser au moment de la découpe et de l'analyse technique et fonctionnelle. Voilà, c'est un sujet qui a vraiment bien fonctionné et aujourd'hui ces rituels sont présents et on a des designers qui s'y retrouvent beaucoup plus, donc on est content de ça. En parlant toujours du design en fait et du produit, il y a un dernier point que moi j'aimerais vous présenter qui est la definition of done. Encore une fois, c'est quelque chose qui est ultra connu et pratiqué par tous dans la salle, j'imagine, côté développement, côté design, c'est pas toujours le cas. On a un avis qui est que, Sabrina vous l'a dit tout à l'heure, en fait l'utilisateur a le produit dans la main et ce produit c'est le code. Donc à la fin des fins, c'est ce que vous avez conçu qui forme le produit. Si on tire un peu le trait, en fait, ça fait peser sur les épaules des développeurs tous les problèmes qui pourraient apparaître. Or, on n'est pas du tout d'accord avec ça. L'idée, c'est de fonctionner en équipe. C'est pas de demander à 2-3 personnes de l'équipe de porter le produit et aux autres de se balader. Un designer qui ferait simplement ses maquettes et qui disparaît, ça marche pas. Ou qui ferait des parcours qui disparaissent, ça marche pas. Nous, ce qu'on vous propose, c'est plutôt de vous mettre autour de la table, de définir ensemble la longue liste des choses qui permet de valider une tâche ou un sujet, parmi lesquelles la documentation, parfois certaines présentations, prototyper les choses, faire des démos,
faites la liste et ensuite partagez-les-vous avec les équipes de design. Moi, je trouve ça hyper normal d'avoir des designers qui écrivent de la documentation, qui participent à la rédaction des tickets parfois, qui participent aux phases de recettes ou aux démos qui pourraient être faites auprès de vos utilisateurs ou de vos commanditaires. Et on arrive à la fin de ce talk. Alors, on vous propose un petit takeaway. C'est le moment où je vais m'emmêler entre tous les ordis. Allez, c'est parti. On récapitule un peu tout ce qu'on vient de se dire. Donc le premier point, on vous a parlé du jeu en équipe. Et du coup, on vous conseille vraiment de respecter l'expertise de l'autre et de vous souvenir, si jamais, de ce que disait mamie quand tu sais pas. On a parlé de bienveillance et d'exigence, et surtout, on laisse à la maison les éléments de complaisance. On vous a encouragé à alimenter une curiosité saine, à ne pas hésiter à abuser du pairing, du vie ma vie, des formations découvertes. On a maintenant la réponse à la question que je vous avais posée. Un proto, en fait, c'est beaucoup de mots. On vous a parlé du design system, notre sujet favori. Tout ça pour se construire un vocabulaire commun. On a abordé le sujet de la documentation auquel tout le monde participe et on n'oublie pas que la documentation, c'est une seule source de vérité pour tous et tous les métiers. On a également parlé du versionning. Mesdames, messieurs les développeurs, je vous invite très franchement, quand vous serez de retour dans vos entreprises, à poser un point avec vos designers et de leur faire une petite formation au versionning. Accompagnez-les, ce sera super cool et vous y verrez énormément de bénéfices. Ensuite, on a abordé le Research Deck et le fait de le partager à tous et de tous l'alimenter. Et enfin, on a parlé communication, communiquer. Si on doit résumer un petit peu les sujets d'orga, pour les designers, on essaye de s'impliquer beaucoup plus sur la chaîne, pas que lors de la recherche, pas que lors de la conception des expériences, pas que lors de la conception du end-off, vraiment de bout en bout du produit. Et pour les développeurs, l'idée, ça va être de s'impliquer beaucoup plus en amont. Là où parfois vous n'aviez pas accès, venez, posez la question et faites-vous inviter aux phases de construction, d'analyse et de recherche utilisateur. Donc on s'implique. Et si jamais on se sent trop impliqué, on vous a proposé une solution. Vous pouvez tirer au sort. Merci à tous. Merci à tous. Est-ce qu'il y a des questions ? Ok, très bien. N'hésitez pas s'il y a des questions qui vous parviennent. On sera présent sur l'événement pour le reste de la journée. Et on en profite aussi pour remercier le DevFest Strasbourg de nous avoir reçus. Merci et bonne conférence. Merci à tous. À bientôt.